Moi, je dis merci aussi, puis merci Claire de m'avoir invitée. Pour moi, c'est toujours un plaisir même si physiquement je suis à Ottawa, j'ai l'impression que je vais faire mon petit tour en Acadie. Ce que Claire n'a pas dit, c'est que j'ai habité longtemps en Nouvelle-Écosse, puis j'allais passer mes vacances en Acadie. Je me sauvais, je montais vers le Nouveau-Brunswick et j'allais passer mes vacances dans la péninsule acadienne. Puis j'ai l'impression que j'ai toujours laissé un petit bout de moi là-bas. Alors, pour moi, c'est vraiment toujours des souvenirs là, qui m'ont fait chaud au cœur. Alors aujourd'hui, ben, c'est ça, ça me fait grand plaisir d'être parmi vous. Puis comme on est un petit groupe, ce que je suggère, c'est que si vous voulez interrompre, passer des commentaires, poser des questions, on y va vraiment à la bonne franquette. On y va comme ça vient. Puis je vais commencer en partageant mon écran. Puis encore une fois, c'est quand vous avez envie de partager, là, vous allez de l'avant. Alors, puis j'ai marqué qu'on va terminer à 11h45 parce que moi, j'ai autre chose peu de temps après, mais vous allez voir, on va quand même se jaser ça là, pendant plus d'une heure. Alors, qui je suis? Ben, Claire en a parlé, puis moi aussi. Puis je voulais revenir sur le titre. Comme vous avez vu, notre titre, si on le regarde, j'y reviens, de l'adaptation à la guérison, puis faire la transition. Alors, je voulais revenir un petit peu sur notre titre parce que peut porter à confusion, puis être interprété comme si j'apportais une promesse de santé totale, là, que ce dont on va parler, ça va enlever tous les problèmes. Puis je voulais revenir sur l'origine du mot guérison. C'est un mot qui vient de l'allemand au départ. Puis son sens, au tout début, ça voulait dire guérir, ça voulait dire protéger. Puis, au fil du temps, au 13e siècle, le sens a changé, puis ça voulait dire que tout à coup, on était délivré d'une maladie, d'une blessure. Alors moi, je voulais vous dire comment je le vois, ce mot-là, le sens que j'y donne. Puis il y en a beaucoup comme moi qui donnent ce sens-là. C'est guérir, c'est d'abord se protéger, c'est d'abord optimiser les chances de se délivrer d'une maladie. Donc, faire tout ce qu'on peut pour se donner les meilleures conditions possibles de santé. Mais ensuite, c'est aussi accueillir ce qui se produit, puis essayer d'en tirer le maximum de cette vie-là qui nous est donnée. Alors, c'est dans cette perspective-là qu'on va regarder cette transition, justement, vers la guérison. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder quelques petites définitions de base. On va regarder des stratégies physiques pour mieux se protéger, donc pour optimiser nos chances de santé. Même chose pour des conditions dans notre environnement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour créer un environnement qui va encore optimiser nos chances de santé? On va regarder qu'est-ce qu'on peut faire dans notre tête aussi pour se protéger, optimiser nos chances. Puis, à la fin, on va regarder, quand on n'a pas de pouvoir, qu'est-ce qu'on peut faire là aussi pour accueillir ce qui est là, puis augmenter, encore une fois, ce potentiel de santé. Puis le but de la rencontre ce matin, selon moi, c'est vraiment pas d'aller à fond dans des grandes théories, mais de se donner des petits outils qui sont simples, qui augmentent notre bienveillance, notre mieux-être, qui augmentent justement le potentiel de guérison, puis qui sont applicables au quotidien. C'est des petits outils qu'on va ajouter les uns aux autres pour vraiment maximiser notre résilience et notre bien-être. Puis je veux juste revenir sur un concept que j'ai déjà abordé avec le groupe, le concept de résilience, parce qu'il est important, puis qu'il y a beaucoup d'impact quand on a des diagnostics qui sont difficiles. La résilience, on la définit souvent comme la capacité à résister aux chocs de la vie. En d'autres termes, j'apprends que j'ai une maladie grave, comme le cancer. Selon la définition, si je suis résiliente, c'est que j'apprends la nouvelle, j'encaisse, je résiste et je continue. Et on sait que ce n'est pas vrai. Quand on a un diagnostic de maladie grave, on ne reste pas
de marbre, on va être déstabilisé, ça va nous secouer et c'est normal que ça nous secoue. Puis la vraie définition de la résilience, c'est notre propriété, notre capacité à rebondir après le choc initial. Face à l'épreuve, c'est clair qu'on va être déstabilisé, c'est normal, mais ça veut dire que si on est déstabilisé, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas résilient, loin de là. Si on est déstabilisé, ça veut dire qu'on est normal. Et la résilience, ça vient après, de se dire, OK, la vie m'envoie un coup dur, comment je vais rebondir? Et donc, la façon dont je vais accueillir ma déstabilisation, ben, ça aussi, ça va être un de mes outils pour éventuellement mieux guérir. Si je me juge, si je me dis, ah, je ne devrais pas être déstabilisée, si j'étais plus forte, ce serait mieux. Si je me tape sur le clou, si je me juge, en fait, je vais bloquer mon processus de guérison. Si je m'accueille avec bienveillance dans ma réaction, ça va aller mieux après. Puis, il y a deux modes de résilience. Il y a la résilience de survie et la résilience de bien-être. Puis la résilience de survie, ça, c'est ce que notre cerveau a tendance à faire naturellement. Alors, disons, j'ai une mauvaise nouvelle, justement un diagnostic. Ma réaction, ça va être de dire, il faut que je fasse, c'est stressant, il faut que je fasse tout ce que je peux, puis il faut absolument que je le fasse, puis que je le fasse vite. Puis là, il y a d'autres stresseurs, les traitements commencent, ça me stresse. Puis j'essaie d'absorber tous les stresseurs qui me tombent dessus. Ça, c'est de la résilience de survie. Puis on en a besoin. Au début, c'est important. Mais il faut éventuellement qu'on bascule dans la résilience de bien-être. La résilience de bien-être, c'est de me dire, là, j'ai mon diagnostic, ça vient avec beaucoup de choses qui sont stressantes. Ce que je vais faire, c'est de prendre juste un peu de recul puis de dire, est-ce qu'il y a des choses que je peux changer dans ma vie plutôt que juste d'essayer d'encaisser tous les stresseurs puis de continuer, de me dire, est-ce qu'il y a des choses que je peux changer dans ma vie qui vont atténuer le stress dans d'autres sphères de ma vie puis qui vont me laisser plus d'énergie pour faire face à mon gros stresseur. Ça, c'est ce qu'on appelle la résilience de bien-être parce qu'elle, elle se construit tranquillement au fil du temps. Je change une petite habitude ici, une petite habitude là. Je récupère mon énergie, puis ça m'en laisse plus pour faire face à ce qui m'arrive. Puis, encore une fois, après un choc, on a tendance à tomber en résilience de survie, à se dire, il faut tout que j'absorbe tout ça, que j'encaisse, puis que je continue, plutôt que de se déposer puis de se dire, est-ce qu'il y a des choses que je peux changer dans ma vie qui vont me libérer de l'énergie que je vais pouvoir investir dans ma guérison? Puis ce dont on va parler ce matin, c'est cette résilience de bien-être. Puis donc, il est absolument normal d'être déstabilisé par le diagnostic. Puis la grande question, c'est de ne pas se juger là-dedans. Puis pour être capable de gérer tout ce qui arrive autour d'un diagnostic, c'est important de faire la distinction entre stress et anxiété. Souvent, on mélange tout ça et ça ne nous aide pas. Alors, c'est quoi la différence? Le stress, c'est notre réaction physique à une menace réelle ou perçue. J'apprends que j'ai un diagnostic de cancer, mon cœur va se mettre à battre plus vite. C'est possible, je vais avoir de la difficulté à avaler, je vais avoir le moton, je vais avoir de la difficulté à me concentrer parce que je vais être pleine d'hormones de stress. Ça, c'est le stress. L'anxiété, c'est toutes les pensées qui déboulent avec le stress. Donc, l'anxiété, c'est me dire, oh, qu'est-ce qui va m'arriver? Comment je vais gérer ça? Ça va être épouvantable. J'y arriverai pas. Ça, c'est l'anxiété. C'est toute l'anticipation négative et désagréable. Puis souvent, ça va être amplifié, déformé. Puis ça, c'est vague. Puis surtout avec un diagnostic, on ne sait pas trop comment ça va évoluer. C'est vague, c'est persistant. Puis ça, c'est ce qui se passe dans notre tête. Donc, le stress, ça se passe dans notre corps.
l'anxiété, ça se passe dans notre tête, puis les 2 ensemble, ça peut vraiment nous rendre la vie très difficile. Alors, on va les décortiquer pour voir comment on peut, encore une fois, créer des meilleures conditions, libérer de l'énergie qu'on va investir à notre guérison. Puis taper, si on tape stress dans Google, puis ça, c'est Sonia Lupien qui le dit, c'est un des grands chercheurs en stress. Elle nous dit, quand on tape stress dans Google, tout ce qu'on voit, c'est du négatif. Mais le stress, il est nécessaire à la survie. Il va aiguiser notre attention, notre vigilance et notre mémoire. Quand on a un diagnostic de maladie grave, oui, ça nous dépasse des fois, mais en même temps, ça nous mobilise. Donc, il y a un côté qui est bon. On va se dire, parfait, je vais mobiliser mes ressources et ça, c'est important. Alors, compte tenu de la distinction entre le stress et l'anxiété, la question qu'on se pose, c'est OK, sur quoi est-ce que je peux agir? Bien, je vais être capable d'agir sur 3 éléments. Je vais être capable d'agir sur ma réaction physique. Alors, si le stress, c'est physique, je peux me dire, je vais essayer d'atténuer l'intensité de mes réactions en créant des conditions qui vont faire que le stress physique va avoir moins de prise sur moi. On va regarder ça. Je peux agir sur mon environnement. Je peux dire, je peux peut-être limiter ou atténuer plein de stresseurs, là, faire du ménage dans ma vie, puis limiter le nombre et l'intensité des stresseurs, autres que ceux de mon diagnostic, puis m'aider comme ça, encore une fois, à récupérer de l'énergie. Puis comme je vous disais, l'anxiété, c'est dans la tête. Donc, ça va être de se dire, est-ce que je peux changer ma perspective, mes pensées, pour empêcher l'amplification, puis toutes les distorsions qui viennent avec ça, puis qui viennent nourrir mon anxiété. Donc ça va être mes 3 prises pour dire, OK, j'essaie de repenser ma vie, puis mes façons de faire, mes habitudes, pour que le stress ait moins de prise sur moi, pour que j'amplifie moins mon anxiété. Alors, si on regarde, on démarre avec ma réaction physique. Qu'est-ce que je peux faire pour que quand mes pensées commencent à m'emporter, j'ai un meilleur contrôle sur mon corps? Alors, je ne nommerai pas tout ça, mais on va regarder 8 stratégies qui vont nous aider à mieux contrôler notre corps. La première, puis celle-là est tout en haut de la liste, j'en ai déjà parlé, c'est notre sommeil. Moins on dort, plus notre corps a de la difficulté à faire face au stress, puis plus nos pensées anxieuses s'emballent. Alors, la première chose qu'on doit faire, c'est d'essayer de bien dormir. Puis, la raison pour laquelle c'est tellement important, c'est que quand on dort, il y a un système dans notre corps qui s'active, ça s'appelle le système glymphatique. Puis, je n'entrerai pas dans les détails, mais le système glymphatique, c'est le système qui nettoie notre cerveau. Si je ne dors pas bien, mon cerveau se nettoie mal, mon cerveau s'encrasse et mon cerveau devient extrêmement vulnérable au stress et à l'anxiété. Donc, il faut que je dorme bien. Alors, qu'est-ce que c'est bien dormir? Puis les gens, des fois, sont étonnés. C'est dormir un minimum de 7h30 à 8h30. Puis si on dort plus, c'est parfait. Si on dort moins, ça va nous rendre vulnérables au stress et à l'anxiété. Donc, s'assurer qu'on dort à peu près 7h30, 7h à 8h30 par nuit. Ce qu'il faut faire aussi, c'est dormir dans une pièce qui est sombre et fraîche. Donc, pas de lumière. Plus c'est sombre, mieux c'est. Puis la plupart des gens dorment à des températures entre 20 et 23 degrés. C'est trop chaud. C'est important qu'on ait, entre autres, le visage au frais. Donc, si mon visage est au frais, 17-18 degrés, puis on peut même avoir ça un petit peu plus frais, puis que mon corps est au chaud, que je garde une bonne température, ça va optimiser mon sommeil. Une mauvaise nouvelle, il faut toujours se lever à la même heure. Il y a des gens qui disent, ah ben moi j'ai mon horaire de semaine, mon horaire de fin de semaine.
Quand on fait ça, on perturbe notre rythme de sommeil, puis notre corps, ça y prend à peu près 3 jours à se replacer quand on change notre horaire de sommeil. Alors, si on change la fin de semaine puis la semaine, ça veut dire qu'on est toujours dans un état de perturbation. Donc, se choisir une heure puis dire autant que possible, moi, je me lève à cette heure-là, de semaine comme de fin de semaine. Aucun écran, au moins 1 heure avant d'aller au lit. Puis, je regarde mon. J'accompagne une amie dans le moment qui a une tumeur au cerveau. Puis, elle, ce qu'elle aime beaucoup, c'est lire avant de se coucher. Puis, elle s'est acheté une liseuse. Puis, elle dit, mais c'est écrit, le manufacturier me dit que ma liseuse, là, elle n'interfère pas avec mon sommeil. C'est faux. Puis, le principe qu'on doit comprendre, c'est ce qui inhibe nos hormones de sommeil, ce sont les sources de lumière. Donc, même si la liseuse a une lumière plus faible, ça veut dire que je regarde directement dans une source de lumière. Puis donc, si je regarde un écran, ma liseuse, mon écran d'ordinateur, ma télé ou même une lumière, si je la regarde en face, c'est ça qui va m'empêcher de bien dormir. Donc, je vais tamiser les lumières avant d'aller me coucher. Je vais limiter le café et l'alcool parce que les deux affectent le sommeil. Puis un petit rappel, le café a ce qu'on appelle une demi-vie de 7 heures. Ça veut dire que si je prends un petit café à 3 heures de l'après-midi, à 10 heures le soir, j'ai encore 50% de la caféine. Pour bien régulariser mon sommeil, il faut que je m'expose au soleil, à la lumière du matin, même si c'est couvert. Alors, tous les matins, il faudrait que je prenne l'habitude de prendre ma petite tasse de café, puis juste sortir sur le balcon à peu près 2 minutes. Pas besoin que ce soit plus long que ça. Puis si je m'expose à la lumière du matin pendant 2 minutes, mon corps va commencer à sécréter une hormone qui va m'aider à mieux dormir le soir. Mais il faut que la lumière matinale pénètre dans mon cerveau. Puis si on peut faire une petite sieste de moins de 30 minutes entre midi et 15 heures, ça va avoir un effet bœuf sur ma santé. C'est comme si on peut prendre une petite sieste, ça c'est si on ne fait pas d'insomnie, si on ne fait pas d'insomnie, si on se fait une petite sieste en début d'après-midi, en fait, ça va permettre à notre système de nettoyage de cerveau d'embrayer. Donc, on se fait un petit nettoyage de cerveau en début d'après-midi et ça aide notre corps, notre stress, notre anxiété au grand complet. Ce qu'on a découvert aussi depuis le début de la pandémie, puis qui est devenu encore plus évident, on le savait un peu avant, puis on a fait beaucoup d'études depuis, si je ne veux pas être victime du stress, il va falloir que je mange beaucoup moins de sucre. On sait que le sucre, puis maintenant, on l'a testé pendant la pandémie, si je mange du sucre, ce que ça fait, c'est que ça affecte une sorte j'appelle ça un coton à fromage. On a comme un filtre entre le cerveau et le corps. Ce filtre-là s'appelle la barrière hémato-encéphalique, mais le nom n'est pas important. Mais c'est comme si j'avais un tissu entre mon cerveau et mon corps, et ça protège mon cerveau. Mon cerveau est emballé, puis ça empêche plein de virus, de bactéries, de produits toxiques de pénétrer dans mon crâne puis d'attaquer mon cerveau. Ce qu'on sait maintenant, si je mange beaucoup de sucre, c'est comme si ce filtre-là devient toute lousse, devient toute lâche, et les produits toxiques pénètrent dans mon cerveau, et ce que ça fait, ça le rend beaucoup plus vulnérable à l'anxiété et au stress. Donc, le sucre, maintenant, ce qu'on dit dans les périodes de grand stress, c'est on devrait avoir juste le sucre des fruits, on ne devrait pas minimiser au maximum le sucre raffiné ailleurs. Donc, les fruits, ce qu'on rencontre naturellement,
mais manger très, très peu de sucre. Ce qu'on a découvert aussi, c'est que, et ça c'est récent, si on mange beaucoup d'oméga 3, alors les oméga 3, ça se retrouve dans les graines de chia, dans les sardines, dans le hareng, tous les poissons gras. On a réalisé que quand notre corps digère les oméga 3, ça brise les molécules, entre autres, il va extraire les oméga 3, puis il va les utiliser pour construire les réseaux dans notre cerveau qui contrôlent l'anxiété. C'est comme un processus prioritaire. Si moi je mange, puis je peux vous dire, j'en mange beaucoup du saumon, des sardines, du hareng, depuis que je sais ça. Donc, si j'en mange beaucoup, les oméga 3 sont extraits et en priorité, ils vont aller construire les réseaux dans mon cerveau qui gèrent l'anxiété. Et donc, si vous allez voir sur l'Internet les doses qu'on recommande normalement, prenez ces doses-là et doublez-les. Puis, on nous dit que c'est important d'avoir des oméga 3 tous les jours pour bien contrôler notre anxiété. Alors, vraiment, essayez de trouver là, dans votre alimentation ce que vous aimez manger pour vraiment consolider ça. Puis, un autre élément qu'on doit ajouter, c'est ce qu'on appelle un euh, un acide aminé, c'est le tryptophane. Ça, c'est une substance que notre corps ne produit pas et c'est une substance qui est essentielle pour en créer une autre qui nous calme. Si vous avez déjà entendu parler des antidépresseurs, les antidépresseurs, ils fonctionnent à cause d'une substance qu'on appelle la sérotonine. Puis la sérotonine, pour la construire, notre corps il a besoin de tryptophane. Si on est en panne de tryptophane, on va être en panne de sérotonine et la sérotonine, elle nous aide à contrôler notre anxiété, entre autres. Alors, ça veut dire que si je veux ma sérotonine, il faut que je mange du tryptophane. Puis, le tryptophane, on va le retrouver dans le riz complet, dans toutes les viandes et volailles, dans toutes les viandes, pas autant dans les viandes rouges, mais surtout les volailles, les produits laitiers, les œufs, le tofu, les arachides, le poisson, les légumineuses. Comme vous voyez, il y a plein d'aliments qui contiennent du tryptophane. Et ça, c'est vraiment important d'en manger tous les jours si on va être capable de bien contrôler notre anxiété. Puis, là aussi, depuis le début de la pandémie, on a eu beaucoup, beaucoup de recherches sur l'anxiété. Puis, on est finalement arrivé à déterminer ce que ça nous prend comme activité physique pour nous aider à mieux gérer l'anxiété. Je ne vais pas dans les détails, mais pour vous dire, si je fais 30 minutes, bon, ce n'est pas de l'exercice morédé, mais ce serait modéré, hein? C'est une petite faute de frappe. Si je fais 30 minutes de cardio 5 fois par semaine, donc juste une petite marche rapide, si je fais ça à peu près 5 fois semaine, ce que ça fait, c'est que mon corps va être capable de mieux extraire le tryptophane des aliments pour me faire de la sérotonine. Donc, juste 5 petites plages de 30 minutes où je m'active, ça va avoir un gros impact sur ma santé et sur mon contrôle de l'anxiété. Puis il y a d'autres activités qui produisent de la sérotonine, entre autres faire du ménage. Puis on se le rappelle tout, si, disons, on a plein de vaisselle sur le comptoir, puis on se met à faire de la vaisselle, on sent que ça nous calme, parce que notre cerveau se met à produire de la sérotonine. Même chose pour passer l'aspirateur, nettoyer le bureau de notre ordi. Peu importe le ménage qu'on fait, ça va nous aider à nous centrer. Puis, ce qui est important aussi, c'est de maintenir un horaire régulier puis une routine régulière. Si on garde notre espace de vie bien rangé puis qu'on a nos habitudes de vie bien réglées, ça donne une pause à notre cerveau. Notre cerveau, puis je vous l'ai mis à l'écran, il y a une structure ici, la petite structure, la petite, pas si petite que ça.
en jaune qui s'appelle le cortex singulaire. Puis ça, comme vous le voyez, il est pas mal au cœur du cerveau, puis il y a tout le reste autour. Le cortex singulaire, pour bien fonctionner, puis pour aider le reste du cerveau à bien fonctionner, lui, là, il a besoin d'ordre. S'il y a quelque chose qui change dans notre environnement, si on change notre horaire, si on change notre espace de travail, lui, ça l'énerve tellement qu'il va donner le signal au cerveau qu'il y a quelque chose qui ne va pas et on va vivre de l'anxiété. Alors, l'importance, c'est vraiment de gérer nos routines, de s'assurer, surtout en période difficile, qu'on ne change pas trop de choses dans notre vie. Notre cortex singulaire reste tranquille, puis n'envoie pas à notre cerveau des signaux comme quoi il y a quelque chose d'inhabituel et c'est le branle-bas de combat. Ce qui nous aide aussi beaucoup à gérer l'anxiété, puis ça peut paraître contre-intuitif, c'est de commencer notre journée en se débarrassant des tâches qu'on n'aime pas. Plus je vais remettre une tâche que j'aime pas à plus tard, plus elle va me manger de l'énergie. Parce qu'elle, elle est là en avant de moi, puis je le sais qu'elle est là, mais je ne veux pas la regarder. Mais l'évitement, ça nous bouffe une quantité énorme d'énergie. Et donc, on est mieux de se dire, parfait, ce que j'aime pas, je le mets à l'horaire le matin, puis ça me libère, ça me dégage, et après, ça me garde de l'énergie pour les choses qui sont importantes. Et je vais en avoir beaucoup plus, je vais en gaspiller beaucoup moins si je dégage mon horaire de ce que j'aime pas. Puis, il faut regarder aussi la méthode la plus courante pour composer avec l'anxiété. Puis ça, c'est ce que notre cerveau va faire naturellement. C'est comme accumuler le stress derrière une digue affective. Notre réflexe naturel, quand on rencontre des choses qui sont pénibles, qui sont difficiles, c'est de dire ah, je ne veux pas regarder ça, je balance ça en arrière. Ça, c'est notre réflexe naturel. Puis vous savez quoi, ça marche. Ça marche pendant un bon bout de temps, mais seulement pendant un bon bout de temps. On vient qu'on accumule tellement de stress qu'on ne veut pas regarder que notre digue, elle va se rompre. À un bon moment donné, la digue, elle va céder parce qu'on va avoir accumulé beaucoup trop de stress en arrière, ce qu'on ne veut pas regarder. Puis il y a une chercheure aux États-Unis, puis on va la regarder, qui s'appelle Elissa Apple. Elle a beaucoup étudié la question du stress, entre autres autour de diagnostics difficiles. Puis ce qu'elle a démontré, c'est qu'il faut apprendre à liquider notre stress petit bout par petit bout. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Elle a vraiment étudié la chose. Elle dit, si on ne gère pas notre stress quand ça arrive, il s'accumule en arrière de notre digue, il s'accumule, il s'accumule, il s'accumule, il s'accumule, il s'accumule, et il s'accumule jusqu'au point de nous amener dans une zone de danger. Là, quand j'arrive ici, là, je vais être tellement stressée, j'ai de la difficulté à réfléchir, je sécrète des hormones de stress, c'est pas bon pour mon corps, c'est pas bon pour mon pronostic, et là, je suis coincée dans le stress. Puis Apple nous dit, il ne faut pas arriver là. Ce qu'il faut faire, c'est de la prévention et se dire, OK, j'ai des moments de stress, puis on le sent, là, on sent le stress qui monte, puis nos pensées anxieuses. Elle dit, quand ça arrive, il faut que je marque une pause. Il faut que je marque un temps d'arrêt, que je gère l'anxiété, que je la réduise. Puis elle dit, c'est clair que ça va recommencer pendant ma journée. Je vais avoir une petite bouffée d'anxiété, encore une fois. Je vais m'arrêter, je marque une pause, je la gère, je la réduis, ça remonte, je marque une pause, etc., etc. Ce que ça fait en bout de course, ça élimine pas l'anxiété, parce qu'on le voit, ici, j'en garde l'anxiété. Je ne viens pas au neutre. Mais comme vous le voyez, ça va garder mon anxiété,
dans une zone où c'est gérable, puis ça va empêcher mon corps de sécréter des hormones de stress qui sont néfastes à ma guérison. Ce que je veux faire, encore une fois, c'est optimiser mes chances de guérison. Alors, ce que je fais, j'essaie de limiter le stress qui est néfaste à ce processus-là. Mais donc, ces pauses-là, qu'est-ce que c'est? Ce que Apple a démontré, c'est qu'ils vont aplanir ma courbe de stress, puis me permettre de gérer ce qui se produit au fur et à mesure. Ces pauses-là, elles sont courtes, d'une durée de 30 secondes à quelques minutes. Puis elles sont de nature physique. Je vous disais, on a 3 prises sur notre stress et notre anxiété, puis une des prises, c'est notre corps. Puis ce qu'elles font, ces pauses-là, elles déclenchent ce qu'on appelle une réaction parasympathique. Notre système nerveux, il y a comme 2 grands embranchements. Il y a le système sympathique, puis ça, c'est le système de l'alerte, du danger, du combat. Puis on en a besoin, mais c'est le sympathique, c'est le système qui me fait sécréter des hormones de stress et où, justement, je suis là toute tendue. Le système parasympathique, c'est le système qui me donne un signal de détente et d'apaisement. Puis quand on travaille on est dans des périodes difficiles, il faut stimuler notre système parasympathique. Il faut faire un équilibre, il faut comme désamorcer notre système sympathique qui est très tendu. Et les pauses que Apple suggère, ce sont des pauses de nature physique. Alors, je vous ai fait un petit tableau et c'est des questions qu'on doit se poser quand on vit une situation stressante qui va provoquer de l'anxiété. C'est de revenir à notre corps puis nous dire qu'est-ce qui nous calme? Alors, au niveau de l'odorat, on va se poser la question, quelles sont les odeurs qui vous détendent le plus? J'ai des amis qui me disent, eux autres, ça va être l'odeur du pain qui cuit. Ils vont se faire un petit pain et ils disent, oh, ça me fait tellement de bien. Moi, c'est les odeurs de géranium et de lavande aussi. Je fais beaucoup de ce qu'on appelle de la postvention. J'interviens dans des milieux de travail où quelqu'un s'est suicidé. C'est des choses qui sont très intenses. Alors, sur mon bureau, j'ai mes petites fioles d'huile de lavande puis de géranium. Puis quand on marque une pause, moi, j'ouvre ma petite bouteille puis je me prends une reniflette. Je vais renifler mon géranium et ça m'aide à m'apaiser. Ensuite, c'est le toucher. Quels sont les contacts que je trouve rassurants, que je trouve apaisants? Alors, je vous le dis, moi, j'ai une petite couverture en laine mérino que je garde à côté de moi. Puis quand ça devient intense, je m'entoure dans ma couverture, puis je renifle mon géranium aussi, parce que ça, c'est pas mutuellement exclusif. Au niveau de l'ouïe, c'est de se dire quels sont les sons qui nous détendent. Moi, ce qui me détend beaucoup, c'est les sons d'eau, les sons d'oiseaux. Puis j'aime beaucoup une pièce de musique, c'est la première gymnopédie d'Éric Satie. Ça dure à peu près 3 minutes, puis ça me remet l'âme en place. Au niveau de la vue, j'aime des paysages naturels, puis je me garde un objet sur mon bureau quand je fais des interventions. C'est juste une petite main qui est apaisante, qui fait ça, qui m'indique de me déposer, de m'installer. Donc, je me donne des indices que je vais cumuler, qui s'ajoutent les uns aux autres, quand j'ai une montée de stress, puis pour ne pas me laisser emporter par l'anxiété, je me donne tous ces signaux-là. Le goût, je me prends une bonne petite tasse de thé avec du lait dedans, bien chaud. En fait, moi, c'est de la tisane parce que j'évite la caféine quand je suis stressée. Ce qui est important, le souffle, la respiration. Ce qu'on recommande quand on sent monter l'anxiété, c'est ce qu'on appelle la respiration en boîte. Ça veut dire que je vais respirer en comptant jusqu'à 4. Je retiens mon souffle en comptant jusqu'à 4. J'expire en comptant jusqu'à 7. Et je retiens mon souffle en comptant jusqu'à 3. Donc, vous voyez, j'expire beaucoup plus longtemps que j'inspire. Puis le but de la manœuvre, c'est de me vider les poumons le plus possible. Quand je me vide les poumons à fond,
je vais provoquer une réaction parasympathique. Mon corps va être comme forcé de prendre une grande respiration qui ensuite va m'apaiser. Donc, peu importe la forme de respiration que vous allez adopter quand vous êtes stressé, le plus important, c'est de vous dire, il faut que je vide mes poumons le plus possible pour provoquer cette réaction parasympathique. Puis un autre élément qui va beaucoup nous aider, c'est les étirements. Si on étire nos grandes chaînes musculaires, ça veut dire peut-être juste faire ça. Là, si je fais ça comme ça, puis je m'étire toutes les épaules, puis le haut du dos, ou si je me couche sur un petit coussin de yoga qui est long et étroit, vous savez, les nouilles qu'on utilise pour flotter dans la piscine, si vous prenez une nouille, le plus gros calibre, si vous vous étendez sur la nouille, avec la nouille le long de la colonne, puis les bras en croix, ce que ça va faire, ça va tout ouvrir vos épaules, puis vous faites juste, vous laissez aller, vous ne faites aucun effort. Les épaules vont s'ouvrir, la cage thoracique va s'ouvrir, puis en moins de 2 minutes, ça va permettre deux choses. Quand on étire les grandes chaînes musculaires, je vous parlais du tryptophane tout à l'heure, ben, ça permet à notre corps de mieux absorber le tryptophane. Donc, ça veut dire que déjà, je vais avoir une substance qui va me calmer un peu plus. Je vais avoir un petit peu plus de sérotonine, ça va me faire du bien. Donc, juste l'étirement, j'envoie à mon corps un signal de détente. Puis, dans cette posture-là, c'est beaucoup plus facile pour moi de respirer profondément. Et donc, quand on est tendu, quand on sent que ça monte, le contrôle de l'anxiété, c'est comme le contrôle de la douleur. Si j'attends que ma douleur soit trop forte, ça va prendre des grandes mesures, ça va prendre énormément de médicaments pour ramener ma douleur à un niveau gérable. C'est la même chose pour mon anxiété. Si j'attends que l'anxiété soit trop forte, ça va prendre des grandes mesures pour être capable de la ramener à un niveau gérable. Avec la douleur comme avec l'anxiété, si j'agis tôt, je suis capable de contenir le phénomène. Puis pour l'anxiété, je voulais vous laisser deux petits livres, deux ressources qui sont excellentes. Puis en fait, c'est rare que ça arrive, mais les ressources, ces petits livres-là sont meilleurs que des livres que j'ai vus en anglais. C'est pas mal les meilleures ressources que j'ai vues, puis pour une fois, elles sont en français. Donc, l'anxiété apprivoisée, transformer son stress en ressources positives, puis 100 petites astuces pour arrêter de s'en faire, tous des petits trucs pour vraiment avoir une meilleure qualité de vie au quotidien. Alors, vous allez les avoir dans les diapos. Une autre ressource en français, puis j'ai rien trouvé d'équivalent d'aussi bon en anglais, c'est le site de Sonia Lupien, c'est une chercheure de Montréal, c'est considéré une sommité mondiale. Tout le monde se tourne vers Sonia Lupien quand vient le temps de gérer le stress. Puis elle offre toute une série d'exercices interactifs. On apprend à identifier vraiment nos stress à nous personnels. Puis le coût pour avoir accès à tout ça, c'est 9 par année. Puis les fonds ne vont pas dans la poche à Sonia Lupien. C'est tous des fonds qui servent à financer la recherche. Puis entre autres, Sonia Lupien, elle travaille sur les questions justement de diagnostic, de cancer, puis de stress dans tout ça. Donc, c'est vraiment de redonner à la communauté. Puis elle offre aussi une application gratuite, iSmart, pour réduire le stress chronique. Puis donc, vous avez le site web, puis je vous recommande ça bien, bien, bien chaudement. Alors, on a parlé de la réaction physique. Maintenant, on va parler de notre environnement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éliminer les stresseurs, encore une fois, qui viennent siphonner notre énergie, une énergie dont on a besoin pour se guérir? Ce que la recherche nous dit, on peut gaspiller jusqu'à 80% de notre énergie mentale en ruminant plein d'affaires qu'on n'arrivera pas à régler de toute façon. S'il y a des choses, moi, qui me tracassent, puis j'arrête pas de les repasser en boucle, puis j'ai pas de pouvoir dessus, ça vient me vider de mon énergie, puis c'est important de faire un petit ménage. On parle beaucoup aujourd'hui, depuis le début de la pandémie, de micro-stress. Puis donc, c'est des
stress qui sont là dans notre vie, mais qui nous siphonnent. Ça peut être des habitudes de nos proches qui nous irritent. Ça peut être des fois des attentes qui manquent de clarté. Ça peut être une mauvaise communication. Ça peut être plein de choses. Puis si on a beaucoup de ces micro-stress-là, moi, l'exemple que je donne, c'est un petit peu comme avoir un réservoir d'eau chaude qui a des fuites. Le réservoir, il coule. Ce n'est pas des grosses fuites, mais si on a beaucoup de petites fuites, ben on va perdre toute notre eau chaude. C'est la même chose pour notre énergie. Si on a plein de petits stresseurs, un par un, ils ne représentent pas grand-chose, mais ensemble, ils vont nous vider de notre énergie. Alors, c'est important de regarder où elles sont, ces petites fuites-là, pour les boucher, les colmater, puis garder notre énergie. Puis on n'a pas le temps d'aller dans tout le tableau, mais ça, c'est un outil. Puis je pourrais envoyer les diapos à Claire à faire circuler après. Alors, vous aurez toute l'information. C'est de voir, de regarder notre vie puis de dire, bon, si, disons, ça peut être au travail ou un proche, parce que comme vous voyez, ça peut être au travail des gestionnaires, ça peut être des collègues, ça peut être des clients, ça peut être notre équipe de travail, ça peut être nos proches. Ce serait de voir, disons, ici on va le prendre, mauvaise communication. Est-ce que des fois j'ai l'impression de ne pas être bien comprise, soit avec justement des patrons, des collègues, des proches, ça cause plein de problèmes. Alors je vais regarder ça dans ma vie et dire, moi, avec cette personne-là, la communication n'est pas claire, puis ça me bouffe de l'énergie. Ça peut être de regarder nos responsabilités au travail, à la maison, de dire, hé, Moses, j'ai l'impression que j'en porte plus que les autres. Est-ce qu'on pourrait parler de ça? Ça peut être, à un moment donné, que je fréquente ici des gens qui sont tellement stressés qu'ils me stressent. Être à leur contact, ça me rend tendue. Alors, je regarde ça, puis je remplis mon petit tableau, puis je me dis, ouais, telle personne, ben, coudonc, je serais peut-être mieux de moins la voir, puis d'en parler avec elle, de dire, est-ce qu'on pourrait, quand on se voit, de parler de choses moins stressantes? Alors, c'est de regarder dans notre vie les gens, les personnes, les événements qui nous stressent, puis se dire, qu'est-ce que je pourrais atténuer ou de quoi je pourrais me débarrasser? Puis finalement, ce que je devrais regarder aussi, c'est ma perspective. Là, j'ai regardé ce que je peux faire au niveau de mon corps, au niveau de mon environnement. Qu'est-ce que je pourrais faire maintenant au niveau de ma perspective? Il y a une chose qu'il faut qu'on regarde, qui est commune à tous les êtres humains, puis qui nous cause beaucoup de problèmes, surtout quand on a des mauvaises nouvelles. Il y a un mécanisme dans notre cerveau qui s'appelle le biais de négativité. Comment ça fonctionne, le biais de négativité? C'est que si j'ai une mauvaise nouvelle, s'il y a quelque chose que je perçois comme une menace dans mon environnement, tout mon champ de conscience, toute mon attention va se réduire à cet événement-là. C'est tout ce à quoi je vais penser, ça va me hanter, ça va m'habiter, et ça fait en sorte que je ne peux plus traiter d'autres informations. Je suis comme, j'ai le canal collé, je vois que le négatif qui vient de m'arriver. Et dans cet état-là, il y a plein de distorsions cognitives. Puis la principale, ça va être l'amplification. Puis je vous donne un exemple. Si quelqu'un me dit, puis un exemple banal, si quelqu'un me dit ce matin, Rachel, tu as vraiment une belle robe, je vais éprouver un sentiment de satisfaction. Si quelqu'un me dit peu de temps après, Rachel, ce couleur-là, là, ça ne te va pas pantoute. Ma réaction dans le négatif va être 5 fois plus forte que ma réaction dans le positif. La charge émotive, je vais l'amplifier de 5 fois. Et ça veut dire que quand je vis beaucoup d'anxiété, quand là, je me sens emportée par mon émotion anxieuse, il faut que je me rappelle que mon cerveau, il vient d'amplifier.
que mon cerveau, là, c'est pas la réalité qu'il me donne, c'est vraiment de l'amplification. Et déjà, juste ça, ça va m'aider à revenir un petit peu plus dans mes bottines. Puis un psychiatre français que j'aime beaucoup qui travaille sur la résilience, qui travaille sur la bienveillance, le bien-être, qui s'appelle Christophe André, puis qui dit: c'est important de faire une forme d'entraînement. Parce que si à chaque fois que mon cerveau déclenche de l'anxiété, que je le laisse amplifier tout ça, puis que je me laisse emporter par l'émotion, petit à petit, ça va m'amener à perdre ma capacité de contrôle sur mon anxiété. C'est comme si je permets à mes muscles de l'anxiété, du contrôle de l'anxiété, de s'affaiblir. Alors, il dit, il faut que j'apprenne à confronter des situations irritantes en ne m'énervant pas. Plus je le fais, plus mon programme de régulation émotionnelle, qui est fondamentalement de me dire, ça m'énerve, ça me crée du stress, mais je suis restée calme et me dire simplement que ça m'énerve, plus j'apprends à faire ça avec des petites choses, plus je vais être capable de le faire avec des grandes choses. Ça veut dire que si un de mes proches m'irrite à un moment donné, plutôt que de me laisser aller à mon attitude spontanée, qui est normale chez l'humain, d'être irritable, d'être anxieuse, si j'apprends à le faire sur des petites choses, je vais être capable, je vais développer cette habileté-là et je vais beaucoup mieux gérer mon anxiété. Pour se débarrasser, se défaire des petits stress qui sont moins importants, c'est de les diluer dans le temps. Je donne un exemple. La semaine dernière, j'avais une présentation importante. Le système Internet a planté. Sur le coup, pour moi, ça a été la fin du monde. J'avais à peu près 600 personnes en ligne. L'ordi ne marche pas. Ça me donne un choc. C'est vrai, sur le coup, là, j'ai vécu beaucoup d'anxiété. Mais après, j'ai refait ce qu'on appelle du recadrage cognitif. C'est de me dire, OK, aujourd'hui, ça m'énerve beaucoup. Mais si je repense à ça, je me disais, puis je l'ai fait sur le coup, de me dire, dans une semaine, comment je vais le vivre? Ben, je vous le dis, cette semaine, ben, je me dis, j'avais pas de pouvoir là-dessus, c'est arrivé, c'est fini, j'en ai plus d'hormones de stress. Dans un mois, qu'est-ce que ça va avoir? Dans 2 ans, il n'y a plus personne qui va s'en rappeler. Et donc, je l'ai fait la semaine dernière, quand le système a planté, j'ai fait ça tout de suite. Donc, j'ai vécu une montée d'anxiété, comme la courbe dont je vous parlais. Puis là, moi, je m'en allais dans ma zone de danger. Mais au plan cognitif, je me suis dit, Rachel, dans 2 ans, sur ton lit de mort, ça va-tu avoir une importance, le fait que le système a planté au mois de novembre 2021? Puis la réponse, ça a été non. Il n'y a personne qui va être mal parce qu'il n'aura pas vu la présentation. Ça ne met personne en danger. Donc, ça permet de remettre les choses en perspective. Puis cet outil-là, je l'utilise beaucoup pour me débarrasser de ces stresseurs-là qui, si je ne les désamorce pas au départ, vont vraiment m'empoisonner la vie, puis miner les conditions, encore une fois, optimales pour la santé. Ce qui est important aussi, c'est la bienveillance dans nos vies. Puis souvent, les gens disent, bien, la bienveillance, c'est juste quelque chose là en l'air. La bienveillance, puis je sais que j'en ai déjà parlé, mais j'y reviens parce qu'il y a de plus en plus de données qui montrent que c'est un outil de guérison. Si je crée un climat de guérison, si je baigne, pardon, de bienveillance, si je suis dans un climat qui est bienveillant, ce qu'on sait, c'est que mon temps de guérison, de plaie de blessure, va diminuer. Ce que la recherche nous dit depuis à peu près 2010, c'est que la bienveillance, c'est un outil de guérison physique et psychologique. Je vous disais, le sommeil, c'est ce qu'il y a de plus important au plan physique. Au plan psychologique, le plus important, ça va être la bienveillance. Puis on a toutes les réponses en sciences maintenant. On sait que si on résout nos conflits, si on souhaite du bien aux autres,
Si on veut s'entourer de beau, de bon et de bien, tout à coup, notre corps se met à guérir plus vite. On va éprouver moins de douleur, on va avoir une meilleure immunité, puis on va être mieux aussi dans notre peau, dans notre tête. Et il y a des recherches toutes récentes qui semblent indiquer que le protocole, la bienveillance, serait un outil de protection contre le cancer. Ce sont des données préliminaires, on n'a pas les données finales, mais il y a de bonnes chances que de baigner dans un climat bienveillant, ça nous aide beaucoup. Puis si on est la personne qui choisit d'offrir de la bienveillance, bien, là aussi, les hormones du bonheur, l'oxytocine va augmenter, le cortisol va diminuer, on va avoir moins d'hormones de stress, les processus inflammatoires vont diminuer. Et donc, on sait que pour plein de maladies comme l'asthme et l'arthrite, si moi je choisis d'être bonne envers autrui, ben, je vais avoir moins de symptômes d'asthme et moins de symptômes d'arthrite. Et ma tension artérielle va diminuer, mon humeur va s'améliorer, se stabiliser. Donc, si je fais le choix de la bienveillance dans ma vie, là aussi, je crée des conditions optimales pour mon bien-être physique aussi, pour ma guérison. Puis la façon dont ça fonctionne, c'est vraiment de se dire, quand on est en présence, puis ça peut être soi ou autrui. Si moi, je vis de la souffrance ou quelqu'un vit de la souffrance, puis ça, c'est des catégories en psychologie, on va parler de théorie de l'esprit. Dans un premier temps, je vais regarder les choses d'un œil plus froid. Je ne me laisserai pas emporter par mon biais de négativité. Je dis, OK, il y a des choses difficiles qui se passent, on remet les choses en perspective juste. Dans un deuxième temps, je vais accueillir la personne qui souffre, ou moi, si c'est moi qui ai de la souffrance, avec empathie, de dire, c'est normal de vivre, d'être déstabilisé par ce qui se passe. Puis dans un troisième temps, ça va être important d'éviter de tomber dans le piège de ce qu'on appelle la détresse empathique. De rester tellement à penser, oh, je souffre, l'autre personne souffre, puis on souffre, puis c'est abominable la souffrance. Si je reste sur ce mode-là, je vais m'effondrer. Si d'un autre côté, face à la souffrance puis à l'anxiété, je me dis, oh, moi, je vais me couper, je ne veux rien ressentir, je fais comme si ça ne se produisait pas, là aussi, je vais finir par m'effondrer. Ma digue, elle va finir par céder. La seule voie qui est saine, c'est celle de la bienveillance et de l'autocompassion. Donc, dans un premier temps, de me dire, j'essaie de remettre les choses en perspective, pas emporté par mon biais de négativité. Je me donne de l'empathie, je m'accueille dans mon émotion, je ne me juge pas. Et je vais essayer de voir comment je peux me faire du bien et faire du bien à l'autre. Et si je fais ça, j'optimise les chances, les paramètres de guérison dans mon cerveau. Puis tout ça, tout ce processus-là, une fois que je me retrouve dans une situation difficile, c'est de me poser la question, quel réconfort, même minime, est-ce que je peux offrir à quelqu'un autour de moi ou m'offrir à moi dans l'ici et maintenant? Puis donc, quand on parle de s'offrir du bien-être à soi, dans le fond, on parle de l'autocompassion. Puis ça ressemble à quoi l'autocompassion? C'est l'aptitude à se traiter avec bienveillance comme on le ferait pour un ami proche. Puis ce que les recherches nous disent, c'est qu'on a bien de la misère à faire ça. Puis l'autocompassion, ça a trois formes. La première, c'est d'apprendre à se donner de la douceur au quotidien. Au lieu de tout le temps essayer de fouetter le cheval puis de se forcer, de se dire, ce serait quoi les petits plaisirs sains que je peux m'offrir au quotidien? Je pourrais peut-être m'offrir une petite marche là, au soleil. Je pourrais peut-être m'offrir un appel à un ami, ça me ferait du bien à l'âme. Je peux peut-être m'offrir d'aller m'acheter un petit quelque chose qui me ferait du bien, un petit foulard, peu importe. Mais
quelle forme de douceur je pourrais m'offrir. La deuxième forme d'autocompassion, c'est de ne pas se juger, de ne pas se blâmer, de se dire, puis ce que je vois beaucoup avec les gens qui ont vécu un diagnostic, qui ont été déstabilisés, tu sais, ils disaient, oh, je devrais être plus forte, comment ça se fait que je suis déstabilisée comme ça? Ça, c'est pas de l'autobienveillance. L'autobienveillance, c'est de se dire, je vis une situation difficile, j'accueille le fait que j'ai de la difficulté à la vivre, cette situation. Je ne me blâme pas pour ça. Puis je l'accueille comme j'accueillerais encore une fois un ami. Si c'était quelqu'un que j'aime beaucoup qui vivait ce que je vis, est-ce que je la jugerais, cette personne-là, de réagir? Est-ce que je la condamnerais? Ce que la science nous dit, la recherche, c'est non. On les accueillerait avec beaucoup plus de douceur qu'on s'accueille. Donc, se faire pour soi-même ce qu'on ferait pour autrui. Puis ensuite, d'essayer de rétablir un équilibre, de se dire, oui, des fois, je suis trop fatiguée, il faut faire plein de choses, je n'ai pas l'énergie que j'avais, je dois prendre soin de moi, mais de s'arrêter quand même et de se poser la question, oui, je prends soin de moi, mais je prends soin des autres aussi, puis de mettre en lumière le beau, le bon et le bien qu'on apporte à autrui. Puis, ce que la recherche nous dit, qui est très important, qui va nous aider à passer justement vers la guérison, c'est que quand il nous arrive des choses difficiles, de ne pas perdre d'énergie en blâmant la vie, en blâmant l'injustice, en blâmant les autres. Ça, c'est de l'énergie perdue. Et dans les recherches qu'on a sur ceux qui se sont relevés de diagnostics très difficiles, la plupart d'entre eux ont utilisé une stratégie qui est simple, qui peut être difficile à mettre en place, mais à la base, elle est simple. Ils ont choisi de remplacer les questions qu'on a quand on a un diagnostic difficile, de dire pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Puis souvent, on va dire pourquoi ça n'arrive pas à ceux qui ne s'aident pas, qui ne font rien pour leur santé? Pourquoi ça me tombe dessus, moi? Puis pourquoi ça m'arrive maintenant? Puis on va être habité par ces questions-là. Puis on va les ruminer, les recenser. Puis on va vivre un sentiment d'injustice. Et quand on se braque contre ça, de dire ça n'aurait pas dû m'arriver, c'est pas juste, c'est une réaction normale, mais il ne faut pas rester là longtemps. Parce que ça, on sait que c'est associé à un mauvais pronostic. Les gens qui vont avoir un bon pronostic, c'est ceux qui vont remplacer ces questions-là par d'autres questions. Ils vont se poser la question, ils vont se dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive? Et donc, ça va être je vis une situation difficile. C'est un diagnostic qui est lourd à porter. Deuxième question, qu'est-ce que je ressens? Je ressens de l'anxiété, je ressens de la peur, je ressens de la fatigue. On va nommer ce qu'on ressent. Notre troisième question, ça va être, dans mon état actuel, qu'est-ce qui m'aiderait? De quoi est-ce que j'aurais besoin? Comme vous le voyez, on ne restera pas dans les grands pourquoi auxquels on n'a pas de réponse. On va passer en mode action puis se dire comment je m'aiderais, comment je me donnerais de l'autocompassion. Puis ensuite de se poser la question, le besoin que je viens d'identifier, qui peut le combler? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est les deux? Et à partir de ce moment-là, on va agir. Et il y a un chercheur, le docteur Dacher Keltner, qui travaille à l'Université Berkeley, puis qui a même créé un site qui s'appelle le Greater Good Science Center. Et un site qui a souvent parlé justement des questions. On retrouve du matériel sur les questions de comment gérer un diagnostic difficile. Lui a beaucoup regardé les perspectives qui sont propices au bien-être et à la guérison. Puis il a été capable de nous dire il y a 3 choix qu'on peut faire qui vont nous aider. Il parle de la triade gagnante, 3 attitudes. La première, c'est la gratitude. La deuxième, c'est la bienveillance.
Puis la troisième, c'est l'émerveillement. Puis il dit que quand on intègre ça dans notre vie, ça change la suite des choses. Ça va vraiment, encore une fois, nous aider à optimiser notre bien-être, à gérer notre anxiété et à nous amener vers un mieux-être. Puis il dit, ces expériences-là de gratitude, de bienveillance, d'émerveillement, il dit, ça n'a pas besoin d'être long, c'est à peu près 30 secondes pour nous aider à nous recalibrer. Et donc, si je reviens à au fait justement d'avoir un diagnostic qui est lourd, c'est-à-dire, oui, ça arrive dans ma vie, mais puis on va le regarder. Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles je peux éprouver de la gratitude? Puis on va regarder nos questions plus tard, mais ce qu'il nous dit, c'est que ces expériences fréquentes-là nous aident à ne pas déraper dans l'anxiété puis dans le négativisme, qu'on reste ancré dans une perspective plus positive. Puis ce qu'il nous a appris aussi, lui et d'autres, c'est que cette capacité-là de gratitude, de bienveillance et d'émerveillement, qu'est-ce qu'on peut faire de meilleur pour soi-même? Ben, ça s'apprend. Que ce n'est pas quelque chose qu'on est avec, c'est quelque chose qui se cultive. Puis que pour se changer notre façon d'être, ça prend à peu près 3 mois. Puis la façon dont on fait cet entraînement-là, on va essayer de tisser 3 grandes questions dans nos vies. Qu'est-ce qui serait cause de gratitude dans ma vie ces jours-ci? Revenir toujours à ce beau, ce bon et ce bien. Quelle forme de réconfort, de bien-être est-ce que je peux offrir autour de moi? Ou est-ce que je peux m'offrir à moi-même? Puis qui m'émerveille au point où je me sens profondément reliée au monde qui m'entoure? Jusqu'avant qu'on démarre, je trouvais ça tellement beau parce que Claire parlait du coucher de soleil tout rose qu'elle a vu hier. Ça, c'est un exemple d'émerveillement, puis d'émerveillement dans le quotidien, d'être assez présent à la nature. Puis l'émerveillement, on le sait, ça va se produire autour de 4 thèmes. La nature, donc le coucher de soleil que Claire décrivait. Ça peut être par rapport à des gens, de dire « Oh wow, aujourd'hui j'ai rencontré quelqu'un, puis son sourire m'a fait du bien » ou j'admire cette personne-là parce qu'elle fait tellement pour sa communauté. Ça peut être des projets collectifs. Le fait que vous soyez ensemble dans ce projet, dans votre association, ça, c'est une forme d'émerveillement. Qu'en dépit de la COVID, en dépit de tout, vous êtes là ensemble ce matin. Et pour d'autres, ça va être une expérience mystique, religieuse, ce qui nous relie à un sens plus grand que nous. Donc, on a 4 sources dans nos quotidiens vers lesquelles on peut se tourner pour entrer dans ces moments-là de gratitude, de bienveillance, d'émerveillement qui vont vraiment nous amener vers un état de guérison. Puis moi, je vous partage une de mes pratiques. Les 3 questions que je viens de vous montrer, j'essaie de m'y arrêter tous les jours. Puis ce que je fais, moi, j'allume une bougie. À la fin de ma journée, je m'allume une petite bougie. J'ai un journal de gratitude, puis gratitude, bienveillance, émerveillement. J'allume ma bougie, puis je repasse ma journée. Puis je me dis justement, est-ce qu'il y a eu des choses pour lesquelles je suis reconnaissante? Est-ce qu'il y a eu de l'émerveillement? Qu'est-ce que j'ai apporté de bon, de bien, de beau autour de moi aujourd'hui? Puis j'écris pas un roman, j'écris juste une petite chose ou deux. Après ça, j'éteins ma bougie, puis je vais aller me coucher. Et je dors là-dessus. Et je suis certaine que je mets à la fois mon corps, mon cœur et ma tête dans un état qui va rendre mon sommeil encore plus réparateur. Puis aujourd'hui, on a vu plein de choses. Évidemment, on a vu plein d'outils. Je ne les repasserai pas tous, mais diminuer notre consommation de sucre, augmenter notre consommation d'oméga 3, notre 30 minutes d'exercice 5 fois semaine, faire du ménage. On a vu beaucoup de choses pour justement aller faire une guérison. Puis je vous en rajoute un 17e
qui est un outil pour nous aider à démarrer avec ce qu'on a vu. C'est les micro-résolutions. J'en ai déjà parlé. Puis je le redis, on abandonne souvent nos résolutions parce que c'est des trop grandes choses. On se dit, ah ben moi, je vais être mieux organisé ou je vais être, je ne sais pas, plus efficace. C'est toutes des choses tellement vagues et tellement vastes que notre cerveau, à un moment donné, abandonne. On sait que les micro-résolutions, les changements arrivent quand on travaille sur de toutes petites choses, des tout petits détails, puis on construit petit à petit sur des petits succès. Puis les véritables changements vont porter sur le faire et non sur l'être. Et donc, là, on a à peu près 16 petites stratégies qu'on peut faire. Ça n'a pas trait à l'être, juste ce qu'on peut faire. Puis ça, il faut que ce soit facile. Les micro-résolutions, c'est des actions explicites et mesurables. Puis je donne un exemple par rapport à ce qu'on a vu. Si je veux être mieux dans mon corps, je peux dire, ben moi, ma micro-résolution, ça va être de manger moins de sucre. Alors, il faut que ce soit des actions explicites et mesurables. Je peux dire, ben, au lieu d'avoir du dessert à tous les repas, ben, je vais choisir de ne pas prendre de dessert 3 fois par semaine, le midi, le lundi, le mercredi, le vendredi. Donc, c'est très simple, c'est très explicite. Donc, 3 midis par semaine, je ne prends pas de dessert. Explicite et mesurable. Ça va offrir une gratification immédiate. La journée où je ne prends pas mon dessert, je vais dire « Ah, oh, j'ai vraiment fait quelque chose de bon pour moi. » C'est personnel. Il n'y a personne qui peut décider, autre que moi, que c'est ça que j'ai envie de faire. C'est là où je me sens motivée à agir. Puis, il faut que je leur donne une tournure positive, de dire « Oh, c'est moche, je ne prendrai pas de dessert 3 fois semaine. » Ça va être de me dire « Hey, 3 midis par semaine, je fais quelque chose de bon pour mon cerveau. » Donc, je le formule de façon positive. Il faut que ça réponde automatiquement à un signal. Donc, mon signal, c'est mon repas. Puis mon repas du lundi midi, mercredi midi, vendredi midi. À ce signal-là, je ne prends pas de dessert. Puis on ne prend pas plus que 2 micro-résolutions à la fois. On y va modestement, puis on construit petit à petit. Puis je vous offre un journal de guérison. Je vous suggère de choisir, justement, dans les micro-résolutions dont on vient de parler, vous en choisissez une. Alors, vous parlez de l'enjeu que dans votre vie, de vous dire, moi, je pense que c'est plus sur le sommeil que je devrais agir. Donc, peut-être que je ne regarderai pas d'écran avant de me coucher. Ou dire, moi, c'est plus au niveau de l'alimentation. Moi, c'est plus au niveau de ma perspective, d'arrêter d'amplifier. Vous choisissez la micro-résolution qui vous parle, vous ajoutez, vous l'identifiez avec la date, puis vous regardez les progrès que vous faites. Puis disons, si je reprends mon exemple là, de dessert, vous pouvez dire, ben, après 3 semaines, là, j'étais correct à ne pas manger de dessert 3 repas par semaine, 3 midis par semaine. Peut-être que j'en mangerai pas aussi un soir par semaine. Alors, vous augmentez votre progrès, puis vous notez les impacts. C'est important de voir le bien que ça nous apporte. Parce que c'est ça qui nous motive de continuer. Vous dire, oh, ouais, je me sens mieux avec ce que je fais. Alors, vous notez les impacts, puis une fois que c'est bien intégré à votre vie, vous cochez ça, vous dites, celle-là, c'est intégré, je peux passer à la suivante. Et petit à petit, vous vous créez donc un journal qui va optimiser vos chances de guérison. Alors, je vous pose la question, quelle micro-résolution est-ce que vous allez adopter aujourd'hui? Puis je veux terminer avec un autre message qui est important. Puis je dis souvent, comme tout le monde, qu'une image vaut 1000 mots. Si on était ensemble, aujourd'hui, je vous ferais souffler une balloune, puis je vous demanderais de le faire à plusieurs reprises, de souffler la balloune, puis de la dessouffler, puis de la souffler, puis de la dessouffler. Si on faisait ça à plusieurs reprises, qu'est-ce qu'on remarque? Est-ce qu'il y a des choses qu'on remarque quand on souffle et on dessouffle une balloune à répétition? Est-ce que c'est plus facile après plusieurs fois ou c'est la première fois, c'est la plus facile?
C'est plus facile d'une fois à l'autre. C'est plus facile d'une fois à l'autre. Puis, on utilise cette image-là vraiment pour le, la résilience, toutes les stratégies dont on a parlé aujourd'hui. Au début, c'est difficile. Il faut souffler fort dans notre ballon. Mais plus on le fait, plus on prend des stratégies comme ça, qu'on ajoute nos micro-résolutions, plus ça devient facile. C'est comme si notre ballon est moins rigide, puis c'est de plus en plus facile. Et par contre, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'avec des diagnostics difficiles, c'est avec le fait de souffler notre ballon, nos habiletés vont se développer. Ça va être de plus en plus facile de travailler à notre guérison, mais il faut accepter qu'on ne sera plus jamais comme avant. La balloune que j'ai soufflée à répétition, elle n'aura jamais pu l'air de la balloune qu'elle était avant d'être soufflée. Et ça montre que les épreuves qu'on vit dans nos vies, elles nous changent profondément. Et ce que la recherche nous indique encore, les gens qui cheminent le mieux vers leur guérison, ils ont une chose en commun, une perspective en commun. Ils n'essaient jamais de revenir à la vie d'avant. Ils sont capables de se dire, l'épreuve que je vis, elle m'a transformée, puis je reconnais que ça m'a changé. Et ils vont être capables de voir le beau, le bon et le bien qui s'est produit, même dans la souffrance, même dans la douleur. Puis ils ne diront pas, je veux revenir parfaitement comme avant. J'ai beaucoup travaillé avec des femmes, entre autres, qui avaient eu des cancers du sein, qui avaient eu des mastectomies. J'ai travaillé avec des gens qui ont été amputés parce qu'il y avait des métastases osseuses, qui avaient dû être amputés d'un membre. Puis, ceux qui ont le mieux guéri disaient, je vais avoir des prothèses, puis c'est correct. Puis, j'accepte que mon corps soit plus comme avant. Je ne tombe pas dans le désespoir, dans le déni, dans le fait de dire, oh non, c'est tellement affreux, mon corps n'est plus ce qu'il était. Ils disent, mon corps a changé, mon corps peut en faire encore plein de choses. Puis c'est là-dessus qu'ils ont mis l'accent. Et moi, comme ergothérapeute, ça m'a frappé. Puis la recherche confirme ce que j'ai vu comme ergothérapeute. Ceux qui disaient, j'accueille là où je suis, les changements qui sont produits, puis je vais en tirer le meilleur. Il y a cette volonté de continuer à goûter à la vie au maximum et de ne pas s'apitoyer et de ne pas vouloir revenir à une vie d'avant qu'on ne peut pas retrouver de toute façon.